Les marchés ont encore tremblé aujourd'hui. Et cette fois, la peur n'est plus seulement militaire. Elle est économique, elle est globale. Elle touche le pétrole, le gaz, le transport, l'inflation, les factures, les taux d'intérêt. Elle s'infiltre partout. Parce qu'après les frappes attribuées à Israël contre le plus grand champ gazier du monde, le conflit avec l'Iran vient d'entrer dans une phase encore plus dangereuse. Ce qui se joue désormais dépasse largement le champ de bataille. Ce n'est plus seulement une guerre de missiles, de drones et de représailles. C'est une guerre qui menace l'infrastructure énergétique de toute une région. Une guerre qui peut faire vaciller les prix mondiaux. Une guerre dont les effets peuvent se faire sentir à des milliers de kilomètres, jusque dans les stations-service, les logements, les usines, les marchés agricoles et les décisions des banques centrales. Selon plusieurs rapports, Israël aurait frappé le champ gazier de South Pars, partagé entre l'Iran et le Qatar, un site colossal considéré comme l'un des plus importants de la planète. Le message est clair. En visant une telle installation, on ne touche pas seulement à une ressource stratégique, on touche à la nervure centrale de l'économie régionale. On touche à l'un des piliers de la puissance énergétique du Golfe. Et c'est précisément ce qui inquiète les capitales du monde entier. Le Qatar a dénoncé une attaque dangereuse et irresponsable. L'Iran, lui, a promis une réponse décisive. Dans le même temps, le prix du pétrole s'est encore envolé. Les marchés ont réagi immédiatement, comme ils le font toujours lorsqu'un conflit menace les routes du brut, les terminaux gaziers, les ports, les raffineries et les contrats d'approvisionnement. Quand la guerre menace l'énergie, les traders ne regardent plus seulement les cartes militaires, ils regardent les assurances, les navires, les stocks, les capacités de remplacement, les délais de livraison. Et surtout, ils regardent la possibilité d'une contagion. Car le danger ici ne se limite pas à l'Iran. Des informations font état d'une frappe iranienne contre une installation pétrolière d'État au Qatar, ainsi que de missiles visant l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Si ces attaques se confirment dans leur ampleur, cela signifie que le conflit est déjà en train de déborder. Et lorsqu'il déborde dans le Golfe, il ne reste jamais local bien longtemps. Le Moyen-Orient concentre une part immense de l'approvisionnement mondial en hydrocarbures. Le moindre incident sur une plateforme, un terminal, une raffinerie, une voie maritime ou une installation de traitement peut déclencher une onde de choc immédiate. Pas seulement parce que l'offre se contracte, mais parce que l'anticipation de la peur suffit à faire monter les prix. Les marchés ne réagissent pas seulement aux barils perdus, ils réagissent aussi aux barils potentiellement perdus. C'est ce qui explique la hausse brutale du pétrole observée aujourd'hui. Les cours n'ont peut-être pas encore retrouvé les sommets du tout premier pic de la crise, mais ils restent très largement au-dessus des niveaux qui prévalaient avant le déclenchement des hostilités. Et cette hausse ne touche pas uniquement les grands groupes énergétiques, elle finit toujours par atteindre le consommateur. Quand le pétrole monte, le coût du transport grimpe. Quand le transport grimpe, les produits importés coûtent davantage. Quand les intrants coûtent davantage, les engrais, l'alimentation et la production industrielle subissent à leur tour la pression. Et lorsque le gaz augmente, ce sont les ménages qui paient directement la facture, parfois sans même comprendre l'origine exacte de la hausse. Au Royaume-Uni, la situation reste pour l'instant plus contenue qu'ailleurs. Une part importante du gaz consommé y est produite localement. Une autre vient de Norvège. Une portion plus réduite, mais toujours sensible, provient des États-Unis. Le pays a aussi réduit sa dépendance au gaz qatari. Mais cela ne signifie pas qu'il est à l'abri. Parce que même lorsqu'un pays n'importe qu'une faible quantité d'un fournisseur en crise, il reste exposé au même marché mondial. Et sur ce marché, tout le monde se bat pour les mêmes cargaisons, les mêmes itinéraires et les mêmes contrats de remplacement. Autrement dit, même sans rupture directe d'approvisionnement, la simple montée des prix mondiaux suffit à provoquer un effet domino. Les factures d'énergie augmentent, les coûts de production augmentent, les marges des entreprises se resserrent, les prix à la consommation restent sous pression. Et dans un tel contexte, les banques centrales se retrouvent face à un dilemme classique mais redoutable: relâcher la pression sur l'économie ou continuer à combattre l'inflation au risque d'étouffer la croissance. C'est là que le conflit quitte le registre militaire pour entrer dans le champ politique et monétaire.
À Washington, à Francfort, en Londres, les responsables économiques observent désormais la situation avec une prudence extrême. Parce qu'un choc pétrolier prolongé peut bouleverser les projections d'inflation. Il peut retarder des baisses de taux, il peut compliquer les plans de relance, il peut alourdir les remboursements, il peut faire grimper les coûts du crédit et il peut transformer une crise régionale en problème de pouvoir d'achat pour des millions de personnes. C'est aussi pour cela que les gouvernements parlent aujourd'hui avec tant de prudence. Ils savent qu'ils ne contrôlent pas le marché, ils savent qu'ils ne contrôlent pas la météo géopolitique, et surtout, ils savent qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient est une des menaces les plus rapides à se diffuser dans l'économie réelle. La hausse des carburants a déjà commencé à se voir dans plusieurs pays. Les automobilistes la ressentent d'abord à la pompe, puis les transporteurs, puis les commerces, puis les familles. Et lorsqu'un gouvernement promet que les prix finiront par revenir à la normale, il sait très bien que rien n'est plus incertain qu'un marché énergétique traumatisé par la guerre. Car ici, tout dépend de la prochaine étape. Si les frappes cessent, si les infrastructures restent partiellement intactes, si les exportations ne sont pas durablement disruptées, alors la hausse peut être contenue. Mais si les attaques se poursuivent, si les terminals sont touchés, si les exportations ralentissent ou si le détroit d'Ormuz devient plus risqué à naviguer, alors la crise peut changer d'échelle. Et dans ce cas, ni qu'un ne peut promettre une stabilisation rapide. Pendant que les marchés s'agitent, la guerre continue de broyer les vies. En Iran, des funérailles ont rassemblé des foules dans les rues de Téhéran après la mort d'un des responsables sécuritaires les plus influents du pays, tué dans une frappe aérienne. Pour les autorités iraniennes, ces cérémonies ne sont pas seulement un simple hommage, ce sont des démonstrations de force, des mises en scène de résistance, des messages envoyés à l'ennemi, mais aussi à la population intérieure. Le régime veut montrer qu'il tient encore debout, que la chaîne de commande n'est pas brisée, que les assassinats ciblés n'ont pas érodé son ossature. Dans les foules, les slogans ont repris. Les invectives contre les États-Unis et contre Israël ont résonné à nouveau, comme elles l'ont fait pendant des décennies dans les grandes mobilisations officielles de la République islamique. L'objectif est évident, transformer le deuil en cohésion, la peur en colère, la perte en mobilisation politique. Mais derrière cette rhétorique de fermeté, la situation reste profondément instable, car le conflit, contrairement aux discours officiels, n'épargne ni les symboles ni les civils. À Téhéran, d'autres frappes ont provoqué des destructions dans des quartiers résidentiels. Des équipes du Croissant Rouge se sont précipitées pour dégager les décombres, porter secours aux blessés et retrouver les survivants pris au piège dans les ruines. Il y a dans ces scènes quelque chose de tragiquement familier au conflit moderne. Des immeubles éventrés, des familles sous le choc, des visages couverts de poussière, des pompiers qui fouillent à main nue, des secouristes qui avancent au milieu des gravats comme s'ils savaient déjà que le temps joue contre eux. Les autorités des deux camps affirment ne pas viser les civils. Mais dans la réalité d'une guerre aérienne, la frontière entre cibles militaires et victimes civiles devient souvent floue, puis presque invisible. Et au milieu de cette violence, les populations se retrouvent prises dans un double étau. D'un côté, la menace venue du ciel, de l'autre, la surveillance, la pression et la peur au sol. Même les rituels, même les rassemblements traditionnels, même les sorties nocturnes les plus banales peuvent désormais basculer dans le chaos en quelques secondes. Dans les rues de Téhéran, un rassemblement préparatoire à Nowruz, le nouvel an persan, a été interrompu par des tirs. Un moment de fête s'est transformé en scène d'angoisse. Ce détail est essentiel parce qu'il montre à quel point la guerre ne se contente plus de frapper les installations militaires. Elle envahit la vie quotidienne. Elle modifie les comportements, elle déforme les habitudes. Elle remplace la routine par la vigilance, la célébration par le soupçon, la nuit par la peur. C'est sans doute l'un des aspects les plus corrosifs de ce conflit. Il ne détruit pas seulement des bâtiments, il détériore la capacité des gens à vivre normalement. Et plus la guerre dure, plus elle installe ce qu'on pourrait appeler une géographie de l'incertitude. Personne ne sait où frappera le prochain missile, personne ne sait quel quartier sera touché, personne ne sait quelle rue deviendra une ligne de feu, personne ne sait combien de temps cela peut durer. Pendant ce temps, en Israël, les frappes iraniennes continuent aussi de faire des dégâts. Plusieurs sites dans la région centrale du pays ont été touchés, y compris des zones proches de Tel Aviv. Des immeubles résidentiels ont été endommagés, des rues ont été frappées, des familles ont dû être évacuées.
Là encore, la guerre prend un visage concret. Des appartements soufflés, des façades arrachées, des voitures brûlées, des habitants qui reviennent sur les lieux avec le silence des gens qui viennent de perdre bien plus qu'une maison. Le président israélien a visité l'un des sites touchés pour constater les destructions. Son message était celui de la résilience nationale. Comme toujours dans ce genre de crise, les dirigeants tentent de projeter du contrôle. Ils parlent de victoire, de résistance, de réponse, de détermination. Mais les images parlent parfois plus fort que les déclarations. Et les images de rues éventrées, de vitrines brisées et d'immeubles endommagés disent surtout qu'aucune des deux parties ne parvient à contenir totalement le coût humain de l'escalade. Le conflit ne se limite pas à l'Iran et à Israël. Il déborde sur tout l'environnement régional. Au Liban, l'armée israélienne a intensifié ses frappes contre le Hezbollah, le puissant mouvement soutenu par l'Iran. À Beyrouth, de nouvelles frappes ont touché des quartiers centraux. Dans le sud du pays, des ordres d'évacuation massive ont été émis et selon les autorités libanaises, de nouvelles victimes civiles ont été enregistrées. Le tableau est désolant. Plus de 800 000 personnes auraient déjà été déplacées au Liban en raison de la guerre. C'est une rupture sociale majeure, une fracture démographique, une crise humanitaire de grande ampleur. Les familles quittent leur maison avec ce qu'elles peuvent porter, les hôtels se remplissent, les écoles servent d'abri, les routes se saturent. Les hôpitaux, eux, reçoivent les blessés par vagues successives. Dans le sud du pays, certaines localités sont désormais frappées presque en continu. Il ne s'agit plus d'épisodes ponctuels, mais d'une pression militaire prolongée, presque permanente. Des projectiles n'explosent pas toujours immédiatement, ce qui crée encore plus de terreur. Des explosions retardées, des habitations menacées, des habitants qui savent qu'ils ont parfois que quelques minutes, voire quelques secondes pour fuir avant qu'un second bleu ne fasse davantage de dégâts. Dans les centres médicaux, le personnel fait face à des blessures terribles, brûlures sévères, éclats de métal, traumatismes, amputations, enfants en état de choc, adultes piégés dans des corps meurtris. Et comme souvent dans les guerres urbaines, les médecins deviennent les témoins les plus silencieux d'une catastrophe qu'ils ne peuvent que tenter de réparer. Israël affirme viser exclusivement des sites liés au Hezbollah, mais sur le terrain, beaucoup d'habitants disent que les victimes sont civiles. C'est une contradiction classique dans les conflits asymétriques. Chaque camp présente ses frappes comme précises, nécessaires, ciblées. Et pourtant, les destructions s'étalent bien au-delà des seuls combattants. Les écoles, les commerces, les appartements, les routes et les vaisseaux d'eau sont eux aussi touchés, parfois comme dommages collatéraux, parfois comme conséquence directe d'une guerre qui a cessé de distinguer clairement le front de l'arrière. Dans cette atmosphère tendue, même les journalistes sont contraints de se déplacer avec prudence. Les zones d'exclusion se déplacent, les avertissements se multiplient, les routes deviennent incertaines. Et parfois, comme l'ont montré les reportages sur le terrain, l'équipe de presse elle-même doit quitter un secteur plus tôt que prévu à cause d'un nouvel ordre militaire. Ce simple détail dit beaucoup. Il rappelle que personne n'est réellement en sécurité. Ni les habitants, ni les médecins, ni les journalistes, ni même ceux qui viennent seulement documenter la guerre. Pendant ce temps, un autre front, moins visible mais politiquement sensible, s'est ouvert au Royaume-Uni. La police antiterroriste a annoncé des charges contre 2 hommes de nationalité iranienne dans une affaire d'espionnage présumée visant des lieux et des individus liés à la communauté juive. Ils ont été arrêtés plusieurs jours avant-hier dans le cadre d'une enquête portant sur de possibles activités de reconnaissance pour le compte d'un service de renseignement étranger, en l'occurrence iranien, selon les indications données. 2 autres hommes arrêtés en même temps ont été relâchés sans inculpation. Ce point est important. Il rappelle que les conflits modernes ne se résument pas aux échanges de feu. Ils incluent aussi le renseignement, les opérations clandestines, la peur communautaire, les contre-enquêtes et la protection accrue des sites sensibles. Quand les tensions internationales montent, les communautés diasporiques deviennent parfois des zones de vulnérabilité supplémentaires, protégées mais exposées, surveillées mais inquiètes, solidaires mais sous pression. Tout cela dessine le portrait d'une crise qui se déploie sur plusieurs niveaux à la fois. Il y a la dimension militaire, avec ses frappes et ses réprisales. Il y a la dimension énergétique, avec ses prix et ses ruptures potentielles. Il y a la dimension politique, avec les discours de fermeté, les menaces de riposte et les calculs stratégiques. Il y a la dimension humanitaire, avec les morts, les blessés et les déplacés. Et il y a la dimension intérieure, celle des sociétés qui vivent sous alerte, qui s'habituent à l'exception, qui apprennent à survivre au rythme des sirènes et des communiqués.
Dans ce genre de situation, les dirigeants parlent souvent de contrôle. Mais la vérité est plus simple et plus inquiétante. Personne ne maîtrise entièrement la suite. Chaque frappe entraîne une réaction, chaque réaction entraîne une anticipation, chaque anticipation fait bouger les prix, les armées, les alliances et les populations, et chaque jour qui passe augmente le risque qu'un incident local devienne un embrasement régional. C'est cela peut-être le cœur de la crise actuelle. Le danger n'est pas seulement que le conflit dure, le danger est qu'il change de nature, qu'il cesse d'être une confrontation ciblée et devienne une guerre d'usure, de perturbation et de contagion, où l'énergie devient une arme, où la peur devient une stratégie et où les civils deviennent les premières victimes d'un affrontement qui les dépasse complètement. Les prochains jours seront décisifs. S'il y a désescalade, les marchés se calmeront peut-être graduellement, les prix du pétrole pourront refluir, les institutions monétaires retrouveront un peu d'air, les gouvernements tenteront de présenter cela comme une stabilisation. Mais si les frappes se poursuivent, si les installations énergétiques continuent d'être ciblées, si le Hezbollah entre dans une phase encore plus intense, si le détroit d'Ormuz devient menacé, alors la crise actuelle pourrait laisser place à une perturbation bien plus profonde de l'économie mondiale. Dans l'immédiat, les habitants de la région, eux, n'ont pas le luxe de l'analyse abstraite. Ils comptent les explosions, ils regardent le ciel, ils quittent leur quartier, ils cherchent des proches, ils attendent un ordre d'évacuation, ils vérifient leur téléphone, ils s'informent sur le prix du carburant, ils s'inquiètent pour la nourriture, pour l'électricité, pour l'eau, pour leurs enfants. Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, les marchés réévaluent déjà le coût de chaque baril, de chaque cargo, de chaque retard. Parce qu'au fond, cette guerre maintenant a franchi une nouvelle ligne. Elle ne menace plus seulement des objectifs militaires, elle menace le prix de la vie ordinaire. Et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse pour tout le monde.